Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Alors, lorsque Christian Dubé est arrivé au ministère de la Santé, on s'est dit, ben là, lui, peut-être qu'il va réussir où les autres n'avaient pas nécessairement réussi à changer le système de santé, à faciliter l'accès au système de santé, parce qu'une fois qu'on est dedans, je peux en témoigner, on est super bien pris en charge, mais c'est de rentrer qui est difficile. Alors, on a essayé tous les gouvernements possibles et impossibles, libéraux, péquistes, caquistes, on dirait, on a eu des médecins comme ministre de la Santé, on a eu des gestionnaires, on dirait que les problèmes persistent, et là, ça a l'air que Christian Dubé jette la serviette lui-même, après avoir mis sur pied Santé Québec, qui pour les uns est une patente à gosse, pour les autres peut être peut-être un pas dans la bonne direction, mais en tout cas, on dirait qu'il a fait ça, et là, il a jeté la serviette et il ne se représentera pas aux prochaines élections. Et là, le débat d'aujourd'hui, est-ce que vous êtes optimiste pour le système de santé au Québec ou vous êtes totalement pessimiste? Face à face avec Benoît Eppel, médecin de famille au CIUS de l'Estrie, et CIUS, et Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. Je ne sais pas si vous êtes nécessairement un contre l'autre, mais en tout cas, ça sera une discussion à avoir. Tiens, je vais commencer avec le médecin de famille, Benoît Eppel. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste concernant le système de santé au Québec? Oh, je vous vois lever les sourcils soupirés. Ça commence mal. Oui, alors, Benoît. Mais une chose est certaine, je pense qu'on a un potentiel, Richard, énorme au Québec. On met énormément d'argent dans le système de santé. On a un système public. Je devrais être optimiste, mais force est de penser que si on ne change pas notre façon de faire dans la transformation, j'ai bien peur qu'on ne voit pas de choses différentes dans le futur. Hein. J'ai l'impression qu'on répète toujours les mêmes erreurs. On a un ministre qui se tarde de dire « je suis en train de transformer le réseau ». Moi, ce que je vois, c'est qu'on est en train de patcher le réseau. Si on voulait vraiment le transformer, je pense qu'on serait capable. Je pense qu'on serait capable d'adresser les vrais problèmes puis d'améliorer les choses pour la population, mais c'est pas en général, c'est pas la tendance que l'on prend. Donc, je suis assez pessimiste. Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. Là, l'arrivée de Santé Québec, c'est un changement de structure. Mais est-ce que ça va changer quoi que ce soit sur le terrain, Paul Brunet? Écoutez, bonjour à vous autres. Docteur Eppel, je vous lis souvent. Il y a une chose que Mme Biron a dite dans son 4e point de priorité, c'est que désormais, elle veut rencontrer et étudier les causes des problèmes plutôt que de patcher. C'est la première fois que j'entends ça de la part d'un ministre ou de quelqu'un en autorité. On est content. Pourquoi? 2 exemples. L'île verte, au lieu de blâmer le fait qu'il n'y avait pas de CHSLD pour accueillir des gens grabataires, on a laissé des gens être hébergés dans une maison faite en bois, puis quand la maison a brûlé, on a blâmé les pompiers. Là, on a dit on va gicler tout le monde. Alors, on a travaillé sur les conséquences plutôt que sur les causes de la tragédie. Le dernier problème, rappelons-nous-le, c'est quand le ministre Dubé, avec tout le respect qu'on lui doit, a dit les jeunes médecins, on va les punir pour les forcer à rester dans le réseau. Ça, c'est les conséquences du fait qu'ils quittent. La cause, c'est que les gars et les filles veulent pas travailler dans le réseau. C'est plate, c'est pas le fun. Travaillons là-dessus. Alors, Madame Biron, dans sa grande sagesse, a dit là aussi qu'elle voulait travailler là-dessus pour que l'humain soit renforcé, qu'on ait le goût de travailler dans le réseau de la santé. Pourquoi on n'est pas capable de travailler là-dessus? Ça, c'est la vraie cause du fait que les gens quittent. Pourquoi on n'est pas capable? Alors, là-dessus, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant qui s'en vient. Et est-ce que j'ai le choix que de ne pas être optimiste? Ça fait 26 ans que je porte-parole. J'en ai vu plusieurs ministres se casser la gueule. J'espère que cette nouvelle formule-là sera bonne. Et aussi, probablement que Mme Biron y travaillera aussi, avoir un vrai régime d'imputabilité. On voit souvent dans la loi, on va vous forcer à faire des redditions de comptes. On peut pas forcer quelqu'un à rendre des comptes si on lui a pas donné l'autonomie pour faire ce qu'on voulait qu'il fasse. Ben oui. On a plein d'exemples
de reddition de comptes obligatoires alors qu'on n'a pas donné la marge de manœuvre aux gens pour les réaliser. C'est le b.a.-ba de tout système d'imputabilité. Fait que là-dessus, je pense qu'il y a du chemin à faire et je continue, malgré les récents silences de Santé Québec dans la crise qui sévit présentement au regard de l'accès aux soins, je continue d'avoir confiance que on va faire mieux à l'avenir et bon, je suis un optimiste à cet effet. Benoît Eppel, si, mettons, mon fils, je sais pas, veut absolument quitter la maison et s'en aller, puis il est très jeune, je peux soit l'obliger à rester à la maison, ou alors, tu sais, en tant que parent, ben tu fais que le contexte dans la maison est tellement agréable qu'il n'a pas le goût de partir. Finalement, c'est ça, là. Ben, c'est en plein ça. Si personne vient dans mon restaurant, mettons que j'ai un restaurant, personne vient dans mon restaurant parce que ça goûte le cul puis j'ai pas de service. Mais au lieu d'enfermer le monde dans le restaurant puis de brûler le restaurant autour, je peux-tu revoir mon menu puis mon service puis le monde va venir? C'est un peu ça. Je suis bien d'accord, on peut parler de la responsabilité sociale longtemps. Les médecins, je pense qu'ils devraient travailler au public, mais il y a une raison pour laquelle les gens s'en vont, pas juste les médecins. Il faut adresser ça. Puis M. Brunet a raison, on peut pas être responsable sans être imputable, puis on peut pas être imputable si on n'est pas responsable de quelque chose. Donc, ça vient avec la responsabilité, c'est ce qui nous manque. Et ce qui nous manque dans le réseau de la santé qu'on pourrait travailler, c'est la transparence. La transparence de nos autorités par rapport à plein de choses, par rapport, entre autres, à ce qu'on est capable de se permettre. Est-ce qu'on pourrait avoir une franche discussion dans le réseau avec la population en disant, écoutez, là, ça coûte une fortune, les soins qu'on donne aujourd'hui coûtent beaucoup plus cher qu'avant, les nouvelles technologies, on change des valves à 40 000 $ la valve, on opère des gens avec des robots, ça coûte plus cher qu'un scalpel, la population vieillit. Il y a peut-être des choses qu'on n'est plus capable de se permettre, puis il faut avoir une franche discussion entre quatre yeux, puis dire, ben regardez, voici l'état de la situation, puis voici ce qu'on peut se permettre, puis voici le modèle de réseau qu'on veut ou qu'on peut se permettre ou vers lequel on devrait aller. Alors, on devrait sortir du demi-mot tout le temps. Je prends juste l'exemple du ministre là, dans les dernières semaines avec le privé, là, qui est le mot en P. Moi, j'appelle ça le mot en P, là. Ben là, on va se faire un sevrage du privé, mais pas vraiment un sevrage, mais on en a besoin, mais pas tellement, mais oui le privé, mais oui le public, mais pas trop, mais en tout cas, c'est pas ça que je voulais dire, mais finalement, je me présenterai pas, ça me semble bien compliqué. Mais tu sais, c'est quoi la vraie place du privé? On peut-tu en parler entre quatre yeux, là, puis dire, regardez, là, au Québec, voici ce qu'on peut se permettre, il va y avoir du privé, il y aura des choses assurées, des choses non assurées. On peut-tu avoir la franche discussion plutôt que de continuellement patcher des affaires puis de parler à demi-mot de peur que ça donne des conséquences politiques. Il faut avoir ces discussions-là. Moi, je vois des gens en fin de vie qui reçoivent de la chimio à 40 000 $, qui vivent un mois. On peut-tu encore se permettre ça comme société? On peut-tu se mettre des balises sur ce qu'on est capable d'offrir aux gens? On peut-tu parler de nos vieux jours pour vrai? On parlait de responsabilité tantôt. Ben, il faut rendre les gens responsables. On peut-tu parler aussi de comme citoyen, quelle responsabilité j'ai? OK? Est-ce qu'on peut éduquer la population à l'utilisation du réseau de la santé? Les gens réclament beaucoup, mais quand on les regarde agir dans le réseau, on voit que les problèmes ne s'appliquent pas à eux. Moi, c'est pas rare que des gens vont dire, ça n'a pas de bon sens que ma mère de 95 ans, elle attende un lit 2 jours à l'urgence avant de monter à l'étage. Mais j'ai d'autres familles qui vont dire, ben moi, j'irai pas chercher ma mère en fin de semaine, même si elle a congé, parce que j'avais un week-end à Charlevoix. Là, c'est pas vrai que je vais canceller ça. Ma mère, elle restera à l'hôpital jusqu'à lundi, me revenez, ou je m'en vais dans le sud une semaine, vous la garderez. OK? Il faut responsabiliser les gens aussi sur l'utilisation du réseau. Oui, Paul et augmenter la compétence. Ouais, je vous trouve un peu fort, Dr. Eppel. Rappelons-nous qu'il y a 80% des raisons pourquoi quelqu'un n'est pas opéré qui n'a rien à voir avec le patient. Le patient est responsable de 20% des no-shows. Le reste, c'est de l'administration puis le médecin qui ne s'est pas présenté. Fait que je suis correct, là. Je suis d'accord qu'il faut responsabiliser les gens, mais il faut responsabiliser tout le monde. Le réseau de la santé est vaste, il est extrêmement important. Et pour rester positif, je crois beaucoup en l'interdisciplinarité. Je crois que le projet de loi 67 et d'autres avenues qui ont été apportées, donner plus de pouvoir aux infirmières praticiennes, aux autres professionnels de la santé, parce qu'on manque apparemment de médecins. Donnons-nous cette chance-là. Et je pense que cette voie-là qui a été empruntée par le gouvernement n'est pas mauvaise. Il faut aussi aller visiter les gens chez eux.
C'est le fun, là, les médecins qui veulent rester à l'hôpital, là, mais il faut sortir de l'hôpital et aller voir le monde chez eux. On a fait la preuve au CLSC de Verdun. Les médecins qui vont voir les personnes âgées évitent 50% d'hospitalisation. C'est 25% de personnes âgées de moins qu'on ramasse à l'urgence et qui attendent un lit à CHSLD. Gardons-les chez eux quand c'est faisable et allons les visiter. Pourquoi on n'est pas capable de faire ça? Il y a aussi la télémédecine. Benoît Eppel, il y a beaucoup de gens qui se disent il y a eu plein de ministres de différents partis qui se sont succédés, puis c'est toujours les mêmes problèmes. D'après moi, le problème vient des corporations et des syndicats. Il y a des gens qui se disent ça. Fait qu'eux autres, là, les ministres, ils veulent changer les affaires, mais il y a une fin de non-recevoir de la part des corporations et des syndicats. C'est eux autres qui empêchent le système de fonctionner comme du monde. Qu'est-ce que vous en pensez, Benoît Eppel? OK, mais je pose la question à Paul Brunet. Ben, écoute, moi, j'ai vécu 30 ans avec des syndicats. C'est pas eux autres qui étaient mes principaux problèmes. Le problème, c'est une question d'organisation puis de volonté et de courage politique pour faire certaines choses. Pourquoi on n'est pas capable de dire aux médecins, désormais, les gars et les filles qui vont aller visiter les personnes âgées vont être aussi bien payés que quand ils font de l'urgence. Écoute, il y a même des sites du gouvernement qui disent, voici l'urgence la moins occupée. Bon, mais arrêtez d'envoyer le monde à l'urgence. On a même dit qu'on enverrait des gérontologues travailler à l'urgence avec les... Arrêtez d'envoyer le monde à l'urgence. Vous nous dites qu'il y a trop de monde à l'urgence. Offrons plutôt d'autres alternatives avec d'autres professionnels, d'autres lieux pour recevoir des soins. C'est comme ça qu'on va régler la crise dans les urgences. Il me semble, en tout cas, je ne sais pas ce que le docteur Eppel en pense, mais ça fait longtemps qu'on dit ça. Tout le monde, la télémédecine. Les médecins ont menacé, là, ils se sont entendus. Les psychologues qui veulent sortir du réseau. On a tellement quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, on est tous pas trop mal payés dans le réseau de la santé. Pourquoi on n'est pas capable de travailler ensemble? On l'a proposé à plusieurs fois aux médecins, au gouvernement, de venir s'asseoir avec les patients. Il y a des gens qui le font. Les spécialistes vont venir avec nous autres s'asseoir avec les patients. Mais on attend encore que le gouvernement vienne s'asseoir. Il faut s'asseoir. On ne réglera pas ça sans que tout le monde se parle. Benoît Eppel, est-ce que ce sont les corporations, les syndicats, le problème? Ben, c'est une partie de l'enjeu. On se le cachera pas. Les fédérations médicales ou ce que soit les syndicats vont tirer la couverte de leur bord. Puis c'est inhérent à un syndicat. Ils veulent défendre leurs membres. C'est bien correct. Par contre, les changements qu'on voit dans le réseau, les discussions qui tournent autour des changements dans le réseau sont souvent en lien avec des syndicats, sont souvent en lien avec des négociations. Et c'est ce que le ministre fait ces temps-ci, là. Il dit, ben là, on va améliorer les affaires, je négocie avec les médecins spécialistes. On va améliorer les affaires, je négocie avec les syndicats des médecins omnipraticiens. Je vais améliorer les affaires, je viens de signer avec les infirmières. Mais les enjeux structuraux vont au-delà des discussions avec des syndicats. Il faut revoir le modèle, réfléchir à ce qu'on veut, revoir les problèmes de fond et ensuite adopter une façon de faire, puis conséquemment, ensuite négocier avec des syndicats. Donc, c'est faux de penser que c'est que des enjeux corporatistes, mais on ne peut pas changer le réseau seulement en discutant avec des associations, des fédérations ou des syndicats. Alors, c'est une partie de l'enjeu, mais c'est pas que ça. Et c'est ce que le ministre fait actuellement. Il négocie puis il pense que ça va changer les affaires. Je prends l'exemple avec les médecins omnipraticiens. Ben, il négocie avec nous puis il pense qu'on va améliorer les affaires. Ben non, revoyons le modèle puis adaptons le modèle de rémunération qui va avec les façons de faire qu'on met tout le monde en place. Et effectivement, moi, quand je regarde les politiques parler actuellement, quand j'écoute le ministre, j'ai franchement l'impression qu'on n'a pas écouté les gens de la base, que ce soit les patients et que ce soit les praticiens, les cliniciens sur le terrain, visiblement ne sont pas entendus. Parce que le message semble souvent déconnecté. Paul Brunet, il y a une chicane entre deux collaborateurs de l'émission ici, Gaétan Barrette et Elsie Lefebvre. OK, Elsie Lefebvre dit il manque de médecins. Le problème, c'est qu'il manque de médecins de famille au Québec. Gaétan Barrette, il dit c'est faux. Il ne manque pas de médecins de famille. C'est que ceux qui sont là sont paresseux et prennent pas suffisamment de patients. Qui a raison entre les deux? Écoutez, apparemment qu'on manquerait de temps pour les médecins, malgré le nombre que l'on a. C'est pas tout le monde qui pratique. Il y a toutes sortes il y a la féminisation, mais il y a d'autres situations aussi où les médecins sont pas là. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'on ait enfin le plus de professionnels en soins possible
pour juguler cette crise-là. Et peu importe qui dit avoir raison, ça va prendre plus de professionnels en soins. Puis on a déjà commencé à le faire avec le projet de loi 67, avec d'autres initiatives où on a donné plus de pouvoir aux pharmaciens, aux infirmières praticiennes. Tu sais, ça fait 25 ans qu'en Ontario puis en Colombie-Britannique, on a des infirmières praticiennes. On commence à peine à les intégrer tard dans bien des affaires, tu sais. Ce qui m'importe surtout, c'est qu'on ait un meilleur réseau. Et là-dessus, je suis prêt à collaborer avec Mme Biron, Mme Germain et toute leur équipe. Je veux qu'on améliore les soins à domicile. Je suis assez tanné de me faire dire qu'on va mettre de l'argent, puis d'entendre encore du monde qui est pas soigné, qui est pas suivi, qui est pas visité. Puis là, on dit au mari qui est aussi vieux que la dame qui a besoin de soins, ben vous allez vous occuper d'elle. Oui, mais lui est aussi malade qu'elle. Fait que là, on coupe les soins à la dame. Je suis assez tanné de ces niaiseries-là. Et Benoît Eppel, est-ce que de rêver à l'époque où le docteur Welby faisait des visites à domicile, est-ce que c'est utopique? Est-ce que c'est faisable? Bien, ça aussi, il faut réfléchir au modèle parce qu'on est capable de se permettre. J'entendais tantôt l'exemple de Verdun. Là, les gens de Verdun, c'est toujours la même qui parle fort et qui vantent le modèle de Verdun. Mais Verdun, ça tient sur quelques coins de rue. C'est bien beau partir, là, pour aller faire des visites à domicile avec son sac à dos. Moi, je fais des visites à domicile, je n'ai 10-12 à domicile. Des fois, je fais une demi-heure, 40 minutes de route pour aller en voir deux d'une résidence et revenir. Donc, si les médecins se mettent abondamment à faire des visites à domicile en dehors des grands centres urbains, bien là, il va falloir comprendre qu'on va envoyer moins de patients en CLSC là, puis en GMF. Moi, d'une demi-journée, là, j'envoie de 10 à 15 patients. Mais c'est vrai, si je prends mon petit sac à dos, ma boîte à lunch, puis je m'en vais à l'autre bout de la ville, m'envoie 2. Là, on peut-tu se permettre ça avec le nombre qu'on a? Est-ce que c'est des médecins qui devraient continuer à faire ça? Est-ce que il y a de la télémédecine qui pourrait être mis là-dedans, de la technologie un petit peu, vidéoconférence, etc. Bon, il y a plein de choses qu'on peut en discuter, mais on peut pas s'imaginer que le Québec, là, c'est pas Paris, là, quand on est sur la Côte-Nord. Là. On peut pas faire 3 coins de rue puis voir 22 patients. Ça marche pas, ça. Je comprends, Dr. Eppel, mais on peut quand même aller visiter les gens. Et pourquoi le quelque kilométrage que le médecin fait, parce que lui, il doit être productif, ne serait pas moins important que les 12 heures que la personne âgée attend à l'urgence? Expliquez-moi, là, quelle est la question de la productivité ici, là? Moi, je pense que quand même qu'on prendrait un peu plus de temps pour aller voir nos gens. Si on sauve 12 heures à l'urgence pour la personne parce qu'elle n'est pas capable d'avoir des soins, je pense qu'on fait une économie. Et savez-vous quoi? Peut-être que cette personne âgée-là, elle n'aura pas besoin de se rendre à l'urgence, puis on n'aura pas besoin d'ambulance. C'est tout ça qui est en cause. Il va falloir qu'on commence à le faire. Votre point, là, c'est pas juste quelques coins de rue à Verdun. Vous devriez parler à la docteure Deschênes. Elle va vous montrer c'est quoi la job. Mais on s'en va là, inévitablement. Faut arrêter d'envoyer tout le monde à l'urgence. Les médecins, toute la gang, puis là, c'est effrayant, vous allez être... Il y a 700 personnes de plus qui se présentent à l'urgence depuis un an. C'est inacceptable. Faut arrêter ça. Et il va falloir, comme a dit M. Eppel, le médecin Eppel, faire des choix à un moment donné. Est-ce qu'on peut guérir tout le monde quand on sait que ça coûte extrêmement cher? Et il va y avoir des choix à faire, puis qu'il y a une explosion là, au point de vue de personnes âgées, donc qui vivent plus longtemps, avec plus de bobos, etc. Puis il y a les limites de notre capacité de payer. En tout cas, bref, on ne réglera pas tout ça en 20 minutes. Mais merci beaucoup à Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades, et Benoît Eppel, médecin de famille au CHUS de l'Estrie, du Centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke. Merci. Merci, Richard.